Seconde Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, est un conflit armé à l'échelle planétaire, qui dure du 1er septembre 1939, au 2 septembre 1945. Ce conflit oppose schématiquement, les Alliés, et l'Axe. Provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale, et par les ambitions expansionnistes, et hégémoniques, des trois principales nations de l'Axe, le Troisième Reich, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon, elle est favorisée par la convergence d'un ensemble de tensions et conflits régionaux, notamment en Afrique, Seconde Guerre italo-éthiopienne dès 1935, en Espagne où la guerre civile commence le 18 juillet 1936, en Chine où les agressions du Japon débutent le 7 juillet 1937, et en Europe centrale, où l'Allemagne annexe autoritairement l'Autriche, le 11 mars 1938, puis les territoires des Sudètes pris à la Tchécoslovaquie le 21 octobre 1938, et où enfin, le 1er septembre 1939, elle agresse militairement la Pologne, selon un pacte conclu avec l'Union soviétique. Ce dernier événement provoque dès le 3 septembre 1939, l'entrée en guerre du Royaume-Uni, à 11 h, de la France, à 17 h, et de leurs empires coloniaux respectifs. Tout d'abord associé à l'Allemagne dans le partage de l'Europe, l'URSS rejoint le camp allié sur le front est européen, à la suite de l'invasion allemande le 22 juin 1941. Quant aux États-Unis, ils abandonnent leur neutralité après l'attaque de Pearl Harbor, par les forces japonaises, le 7 décembre 1941. Dès lors, le conflit devient vraiment mondial, impliquant toutes les grandes puissances, et la majorité des nations du monde sur la quasi-totalité des continents. La Seconde Guerre mondiale prend fin sur le théâtre d'opérations européen le 8 mai 1945 date en Europe de l'Ouest, 9 mai 1945 en URSS, du fait du décalage horaire, par la capitulation sans condition du Troisième Reich, puis s'achève définitivement sur le théâtre d'opérations Asie-Pacifique, le 2 septembre 1945, par la capitulation également sans condition de l'Empire du Japon, dernière nation de l'Axe à connaître une défaite totale. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 200 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de km², et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupée aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle gomme presque entièrement la séparation entre espace civil et militaire, et donne lieu dans les deux camps, à une mobilisation massive des ressources, non seulement matérielles, économiques et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un engagement des sociétés tout entières. La somme des dégâts matériels ne sera jamais évaluée avec certitude. Les pertes en vie humaine, et les traumatismes collectifs et individuels, sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et d'une profondeur inégalées, cette violence notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence, à une échelle inconnue jusqu'alors, de crimes de masse particulièrement atroces, et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie, et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres génocidaires, allant jusqu'à une organisation industrielle,
s'appuyant sur la déportation en camps de concentration, camps de travail, et centres d'extermination, comportant des chambres à gaz, à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes, ou de catégories particulières d'individus, communistes, homosexuels, handicapés, témoins de Jéhovah, etc., particulièrement à l'instigation du régime nazi. L'ampleur des crimes des vaincus suscite la définition d'une incrimination nouvelle par les vainqueurs, le crime contre l'humanité, appliqué notamment au génocide des Juifs d'Europe. Le régime Shoah n'est nullement en reste en Asie avec, à son actif, 10 millions de civils chinois, enrôlés de force par la Coaïne, au Mandchoukou, environ 200 000 femmes de réconfort, enrôlées en Corée, et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de populations civiles, principalement en Chine. Il faut ajouter à cela, l'assassinat systématique de résistants, et d'opposants politiques, ainsi que les représailles contre les civils, comme le firent par exemple les nazis, les viols généralisés des femmes dans les territoires ennemis occupés, crimes perpétrés, tant par un camp que par l'autre, et à une moindre échelle, dans les territoires amis. Les expérimentations sur des êtres humains, auxquelles se livrèrent des médecins nazis, tels le SS Joseph Mengele, et l'unité japonaise 731, les bombardements aériens massifs de civils, d'abord par l'axe en Europe, Coventry, au Royaume-Uni, Rotterdam, aux Pays-Bas, et en Asie, Shanghai, Canton, Chongqing en Chine, cette dernière étant la ville la plus bombardée du conflit sino-japonais, puis par les Alliés, bombardements à grande échelle de nombreuses villes allemandes, et notamment Dresde, et Hambourg, en Allemagne, attaques sur Tokyo ou Napalm, au Japon. Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est utilisée pour la première fois de l'histoire, deux bombes à larguées sur des cibles civiles par les États-Unis, explosent à 3 jours d'intervalle, à Hiroshima, et à Nagasaki, au Japon. La Seconde Guerre mondiale propulse les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs, au rang de superpuissances concurrentes, appelées à dominer le monde, et à se confronter dans une vive rivalité idéologique et politique, pendant près d'un demi-siècle, et à s'affronter militairement par États interposés comme pour la guerre de Corée, celle du Vietnam et celle d'Afghanistan. Elle scelle le déclin des vieilles puissances impériales Europe, et ouvre le processus de décolonisation qui s'accélère dans l'après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique, jusqu'aux années 1960. L'ampleur des destructions et des morts suscite la création d'instances internationales, politiques et économiques, visant à éviter la réapparition des conditions ayant mené à la guerre, Organisation des Nations Unies, Fonds monétaire international, Banque mondiale et Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce pour les plus connus. Enfin, ce dernier conflit d'ampleur sur le continent européen, est suivi en Europe de l'Ouest par une période de prospérité sans précédent, dans la foulée de la reconstruction, et l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique, porté en premier lieu par les deux adversaires historiques, l'Allemagne et la France. Les traités de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon, et Neuilly, avaient suscité rancœur, frustration, et désir de reconquête chez les peuples allemands, austro-hongrois, et bulgares. L'humiliation de la défaite de 1918, et la signature du traité de Versailles, sont vécues comme un diktat en Allemagne. C'est l'idée que la classe politique allemande est à l'origine de cette défaite, qui entraîne un sentiment de rancœur, au sein de l'armée, qui rejoindra les nazis, dans leur ascension au pouvoir. La crise de 1929 conduit les différents États à adopter des mesures protectionnistes et à se placer en rivaux, alors que l'agressivité des démocraties se situe sur le plan économique,
les dictatures fascistes vont adopter une stricte autarcie et, naturellement, penser à leur défense et leur expansion en termes militaires. Mais partout, des politiques d'armement sont mises en place efficacement, pour sortir du marasme économique. Ceci pourrait expliquer une guerre, dans un contexte où la politique de l'Allemagne aurait été inspirée par les classes dominantes traditionnelles. La guerre en Europe est toutefois directement issue des ambitions expansionnistes du parti nazi, au pouvoir en Allemagne, exprimées dès 1924 par Adolf Hitler, dans Mein Kampf. Sur ces ambitions, visant à conquérir un espace vital pour le peuple germanique, se sont greffées les velléités expansionnistes du régime fasciste italien, qui tenta tant bien que mal de se constituer un empire colonial en Éthiopie et en Europe du Sud. Ulcéré par le traitement imposé à l'Empire du Japon par les puissances occidentales, lors du traité de Versailles, et les traités navals de Washington et de Londres, de nombreuses personnalités politiques et militaires japonaises, telles Fumimaro Konoe et Sadao Araki, réactualisent la doctrine du Hakoichiu, les 8 coins du monde, sous un seul toit, et mettent en place une idéologie fondée sur la suprématie de la race japonaise, et son droit à dominer l'Asie. Cette idéologie raciste présente le Japon comme le centre du monde, et prend assise sur l'institution impériale, et l'empereur, être divin et descendant de la déesse Amaterasu Omikami. Elle donne lieu à une tentative de restauration Showa. Porté par l'influence des factions militaires, le Japon envahit ainsi la Mandchourie, en 1931, puis le reste de la Chine en 1937. Le refus du Japon de se retirer de l'Indochine française, envahie en 1941, et de la Chine, à l'exclusion du Mandchoukou, mène, l'été de la même année, à l'imposition par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole. En réaction, Hirohito lance alors la guerre de la Grande Asie orientale, dès Toa Sanso, et autorise l'attaque de Pearl Harbor, ainsi que l'invasion de l'Asie du Sud-Est. Le massacre de Nankin. Après avoir gagné la bataille de Nankin, les Japonais se livrent à 6 semaines de viols, de pillages et de carnage. Ils incendient les maisons et magasins au hasard, parfois simplement pour se réchauffer. Plusieurs dizaines de milliers de civils s'agglutinent dans la zone de sécurité, mise en place par la petite colonie occidentale. Les Japonais reçoivent l'ordre d'exécuter les soldats chinois restés en ville. La Convention de Genève, protégeant les prisonniers de guerre, n'est pas appliquée étant donné que pour le commandant japonais, le conflit est un incident et non une guerre. Des milliers de prisonniers chinois sont exécutés par des mitrailleuses. Leurs cadavres sont jetés dans le Yangtze-Kiang, d'autres sont brûlés à l'essence. Certains soldats sont décapités, ou transpercés à la baïonnette. Certains soldats chinois trouvent refuge dans la zone de sécurité, mais sont traqués. Les Japonais arrêtent tous les hommes en âge de combattre, et les exécutent sommairement. Au total, on estime que très peu de prisonniers chinois ont réussi à échapper au massacre. Le nombre de morts peut être évalué entre 60 000 et 80 000 hommes. Les Japonais se livrent aussi au massacre des civils, qui n'ont pas pu se placer sous la protection des Occidentaux. Ce sont entre 20 000 et 30 000 civils qui sont tués au cours du massacre. Les femmes ne sont pas épargnées, puisque 20 000 d'entre elles sont violées, y compris des fillettes. Celles qui s'y opposent sont tuées. Si aucun ordre criminel n'a été donné au sujet des civils, le haut commandement, qui n'ignorait rien du sort qui leur était réservé, n'est pas intervenu. Le bilan global du massacre est difficile à établir. À la fin de la guerre, le bilan établi par le tribunal international de Tokyo fait état de 200 000 victimes, tandis que les Chinois en dénombrent 300 000. Pendant l'année 1938,
l'armée japonaise continue sa progression dans la Grande Plaine, entre le fleuve Bleu et le fleuve Jaune. Malgré un cinglant revers, infligé par les Chinois à Sushō, l'avancée japonaise se poursuit, notamment grâce à l'arrivée constante de nouvelles unités. Le 9 juin, le Kuomintang ordonne la destruction des digues du fleuve Jaune, dans le Nan, provoquant des inondations, qui entraînent des noyades et des épidémies tuant des centaines de milliers de personnes. L'affrontement central du conflit oppose les alliés aux forces de l'Axe, c'est-à-dire les signataires du pacte tripartite et les pays qui les soutiennent. Cependant les alliances furent parfois profondément modifiées durant le conflit et ses préambules. Ainsi, la Pologne participa au partage de la Tchécoslovaquie en 1938, aux côtés de l'Allemagne nazie, mais elle fut à son tour envahie et partagée par l'Allemagne nazie et l'URSS, dans le cadre du pacte germano-soviétique, qui prévoyait également l'occupation des pays baltes. La Finlande, lors de la guerre d'hiver en 1939 contre l'URSS, reçoit le soutien des Britanniques et des Français, mais elle se range aux côtés de l'Allemagne nazie après l'invasion de l'URSS par celle-ci, avant de changer de camp en 1944. La Roumanie, pro-occidentale au début de la guerre, se range du côté des nazis après le renversement de la monarchie par le mouvement fasciste de la Garde de Fer, avant de retrouver le camp allié en 1944. La marche à la guerre en Europe a été rythmée de façon constante par les initiatives allemandes. Selon les mots d'Yves Durand, la responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale incombe indubitablement à l'Allemagne hitlérienne. Lorsque la Pologne est envahie par l'Allemagne et par l'URSS, la Chine a déjà été envahie par le Japon depuis 1937, mais les relations entre Berlin et Tokyo restent distantes, et l'Allemagne ne soutient pas le Japon. L'Empire du Japon, enlisé dans une guerre estimée au départ de 3 mois, occupe difficilement un territoire trop vaste. Ses exactions contre les populations civiles, massacre de Nankin, ainsi que son recours aux armes chimiques et bactériologiques, produites par l'unité 731, lui valent un surcroît d'hostilité en Europe. Le 27 septembre 1940, a lieu à Berlin la signature du pacte tripartite par lequel le Japon reconnaît la prédominance de l'Allemagne et de l'Italie en Europe, et ces deux derniers États, la suprématie du Japon en Asie orientale. Les trois pays signent un pacte d'assistance mutuelle. Quant à l'Italie, théoriquement alliée de l'Allemagne depuis 1936, elle n'a déclaré la guerre à la France et au Royaume-Uni que le 10 juin 1940, et attaque le Royaume de Grèce, sans consulter les Allemands, le 28 octobre 1940. L'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne, à partir de 1938, lui vaut des agrandissements territoriaux, aux dépens de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie, mais le pays n'est pas belligérant, lorsqu'il rejoint l'Axe, le 20 novembre 1940. La Hongrie n'intervient militairement que lors de l'invasion de la Yougoslavie en avril 1941, puis lors de l'attaque contre l'URSS en juin. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui déclarent la guerre, le 14 décembre 1941. Après avoir été attaqué par l'URSS, le 30 novembre 1939, lors de la guerre d'hiver, la Finlande s'allie de facto à l'Allemagne, sans rejoindre l'Axe, et déclare la guerre à l'URSS le 26 juin 1941, dans le cadre de la guerre de continuation. Cependant, le maréchal finlandais Mannerheim borne explicitement ses objectifs à la reprise des terres annexées à l'Union soviétique, par le traité de Moscou du 12 mars 1940. Après avoir dû céder 1/5 de son territoire à l'URSS le 28 juin 1940, la Roumanie subit le coup d'État du maréchal pro-nazi, Ion Antonescu, le 6 septembre 1940.
l'occupation par les troupes allemandes le 8 octobre 1940, et rejoint l'Axe le 25 novembre 1940. Le 22 juin 1941, elle participe à l'attaque allemande contre l'URSS, pour récupérer les territoires perdus un an plus tôt, mais contrairement à l'armée finlandaise, l'armée roumaine est engagée dans les opérations jusqu'à Stalingrad, et participe à des atrocités, massacres de civils à Odessa, déportation et extermination de Juifs, en Transnistrie. Le Royaume-Uni et les États-Unis, lui déclarent la guerre le 14 décembre 1941. La Hongrie et la Roumanie ont envoyé plusieurs centaines de milliers d'hommes combattre aux côtés de l'Allemagne, en URSS. Les contingents de volontaires étrangers engagés sur le front soviétique au nom de l'anti-bolchevisme, comme la division espagnole Azul ou la Légion des volontaires français, ont des effectifs beaucoup plus modestes. Le régent du royaume de Yougoslavie, Paul de Yougoslavie, signa une alliance avec l'Allemagne en mars 1941. Il s'ensuit aussitôt un coup d'état militaire anti-allemand, lorsque le nouveau roi imposé par le putsch dénonce l'alliance, l'Allemagne et l'Italie envahissent et démantèlent la Yougoslavie. L'État indépendant de Croatie devient un satellite de l'Allemagne nazie. Autre satellite de l'Allemagne, la Slovaquie, qui a adhéré au pacte tripartite en novembre 1940, déclare la guerre à l'URSS, le 23 juin 1941. La Bulgarie rejoint l'Axe le 1er mars 1941, puis laisse la Wehrmacht traverser son territoire, pour envahir la Grèce. La Bulgarie profite de cette alliance pour s'agrandir aux dépens de ses voisins, mais ne participe pas à l'invasion de l'URSS. Le Royaume-Uni et les États-Unis, lui déclarent la guerre le 14 décembre 1941. Elle n'est en guerre contre l'URSS que pendant 24 heures, les 5 et 6 septembre 1944, en détruisant une partie de la flotte des États-Unis, à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, et en envahissant la Malaisie, possession britannique. Le Japon entre résolument dans la guerre contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon et l'URSS s'affrontent en 1939, sans déclaration de guerre, en Mongolie, bataille de Alingol. Les Soviétiques ne déclarent toutefois officiellement la guerre au Japon que le 8 août 1945. Le 21 décembre 1941, la Thaïlande signe un pacte défensif avec le Japon et déclare la guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni. La chute du gouvernement de Plökopi Bulsongram en juillet 1944 ne rompt pas officiellement l'alliance, mais la Thaïlande se retire du conflit en évacuant les territoires pris aux Britanniques et des contacts sont pris avec les Alliés. Le 8 septembre 1943, Badoglio, qui a remplacé Mussolini, rompt l'alliance avec l'Allemagne en signant un armistice avec les Alliés. Hitler envahit aussitôt la péninsule qu'il occupe jusqu'à Naples. À partir de la fin 1943, la Hongrie envisage un retournement d'alliance. Informé de ses préparatifs, Hitler ordonne l'occupation de la Hongrie le 19 mars 1944, destitue le régent Torty et offre le pouvoir à Ferenczad à accent aigu Lazy qui reste dans l'Axe. De l'invasion de la Pologne à la bataille de France comme l'armée tchécoslovaque n'avait pas opposé de résistance lors de l'invasion de la Bohême-Moravie, le 15 mars 1939, on peut considérer que la Pologne est le premier adversaire de l'Allemagne belligérant à partir du 1er septembre 1939 lorsqu'elle résiste à son invasion par l'Allemagne. L'invasion de la Pologne provoque les déclarations de guerre du Royaume-Uni et de la France le 3 septembre 1939, à respectivement 11 et 17 H. Le Royaume-Uni justifiait sa déclaration de guerre à l'Allemagne par la garantie qu'elle avait donnée à la Pologne le 31 mars 1939. Après la guerre, Aleksander Cadogan, qui, lors des événements
était sous-secrétaire d'État permanent aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, déclara au sujet de cette garantie. Et ce fut cela, finalement, qui amena Chamberlain à prendre la soudaine et surprenante décision de garantir la Pologne. Certes, notre garantie ne pouvait donner aucune protection à la Pologne en cas d'attaque imminente contre elle. Mais par cette garantie, Chamberlain plantait un poteau indicateur pour lui-même. Il était engagé, et, dans le cas d'une attaque allemande contre la Pologne, les tourments du doute et de l'indécision lui seraient épargnés. On dira peut-être que c'était cruel pour la Pologne. Je ne serais pas d'accord là-dessus, parce que notre situation militaire aurait dû être connue des Polonais et qu'ils auraient dû être assez conscients de l'imminence du péril qui les menaçait. On dira peut-être que c'était cynique. À courte vue, ce l'était peut-être. Mais cela eut l'effet de nous mettre en guerre. Et finalement, avec nos alliés, nous avons gagné la guerre. Même si, bien sûr, on ne peut pas attendre des malheureux Polonais qu'ils se félicitent des conséquences qu'il y eut pour eux. Avec le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande déclarent également la guerre à l'Allemagne. Au fil de la guerre, tous les dominions, Canada, Afrique du Sud, Terre-Neuve, et toutes les colonies, Inde, Nigeria, Kenya, etc., de l'Empire britannique deviennent tôt ou tard partie prenante du conflit, à l'exception de l'Irlande du Sud qui reste officiellement neutre sous la direction de Eamon de Valera. En avril 1940, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège oppose une résistance armée alors que le Danemark, trop faible militairement, tente plusieurs contre-attaques sans succès puis se place sous la protection de l'Allemagne, selon les paroles de son roi. Le 10 mai 1940, la bataille de France démarre par l'invasion par les Allemands du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, jusqu'alors tout neutres. Les autorités du Luxembourg, lequel ne possède pas de véritable armée 17, opposent une protestation de pure forme à leurs envahisseurs 18, qui s'emparent du pays dans la journée. Au bout de 5 jours, les forces militaires néerlandaises se rendent et les Pays-Bas sont entièrement occupés par l'Allemagne. La reine et le gouvernement s'exilent à Londres. Les Indes orientales néerlandaises sont encore sous le contrôle du gouvernement jusqu'à l'invasion japonaise en mars 1942. Pour les Belges, c'est la campagne des 18 jours, qui se termine par la reddition de l'armée le 28 mai 1940. Le gouvernement se réfugie en France, puis au Royaume-Uni après l'armistice du 22 juin. Avec les forces qui ont pu échapper à l'ennemi, il poursuit la guerre au service ou aux côtés des Alliés, utilisant notamment sa colonie du Congo. La bataille de France entraîne la destruction de l'essentiel des armées françaises en mai et juin 1940, ce qui pousse le gouvernement français à demander l'armistice, qui est signé le 22 juin. Le 18 juin, depuis Londres, refusant de cesser le combat, le général français de Gaulle lance un appel à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne aux côtés de l'Empire britannique. Par l'armistice, la France s'est retirée de la guerre, entreprenant avec l'Allemagne une collaboration économique forcée, qui englobe tout son empire colonial. Les Allemands utilisent pour la première fois leur tactique innovante, communément appelée guerre éclair Blitzkrieg, qui assure à la Wehrmacht une victoire rapide, essentielle pour elle puisqu'elle écarte ainsi le risque d'avoir amené une guerre sur 2 fronts. Conformément aux clauses du pacte signé, l'URSS prend sa part de la Pologne, en l'attaquant le 17 septembre 1939. Le 30 novembre 1939, toujours suivant ce pacte, l'URSS attaque la Finlande pour lui prendre la région frontalière de Carélie, près de Leningrad, malgré les protestations des Franco-Britanniques qui menacent d'intervenir. Les Finlandais se battirent 5 mois, puis finissent par céder. À l'été 1940, l'URSS intègre les États baltes et la Moldavie, sans combat.
Après sa première campagne victorieuse, Hitler se tourne vers l'ouest, mais rien ne se passe sur ce front pendant plusieurs mois. Retranché derrière la ligne Maginot, une partie des soldats français attend l'assaut allemand pour l'endiguer. C'est ce que les Français appellent la drôle de guerre. Le généralissime Gamelin, s'attendant à une réitération de 1914, où les Allemands étaient passés par la Belgique neutre, une partie de l'armée française se prépare à s'avancer en Belgique, et éventuellement aux Pays-Bas, si les Allemands les attaquaient. Le 9 avril 1940, l'Allemagne s'empare simultanément du Danemark et de la Norvège afin de sécuriser ses importations de fer depuis Narvik, au nord de la Norvège, où se concentre la principale réaction franco-britannique, qui se termine par le rembarquement de ces derniers le 7 juin 1940, malgré le succès local rencontré. Enfin, le 10 mai 1940, l'Allemagne lance l'opération Falgelb, une vaste offensive sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, violant la neutralité de ces États. Une partie importante des armées françaises se déploie alors vers la Belgique et les Pays-Bas, mais elles sont prises à revers par les blindés allemands qui passent par les Ardennes, la percée de Sedan, jugée infranchissable par les Français et malgré des batailles de retardement livrées par les chasseurs ardennais belges aux frontières et dans les forêts. Après une victoire éphémère des blindés français du général Priou à Gembloux, au sud de Bruxelles, et des reculs successifs des franco-belgo-britanniques sur la Meuse et la Dendre, les blindés allemands atteignent alors la Manche le 20 mai 1940, puis remontent vers le nord, encerclant les Belges et les franco-britanniques, dos à la mer. Les Belges, tournés sur leur gauche après l'effondrement de l'armée néerlandaise le 15 mai 1940, et n'ayant plus de réserve au terme d'une ultime résistance de 4 jours, lors de la bataille d'arrêt de la Lys, cesse le combat le 28 mai 1940, à court de munitions, et après que les troupes britanniques qui occupaient la droite belge, eurent précipitamment fait retraite vers Dunkerque. En France, le général Gamelin, commandant en chef des armées alliées, est révoqué par le gouvernement français. Sa stratégie consistant à tenter sans cesse de recréer un front continu franco-belgo-britannique, s'est révélée impuissante, face au système allemand de guerre éclair dit Blitzkrieg, fait de percées profondes par des chars, suivis de troupes motorisées qui désarticulent les armées alliées. Le 19 mai, Gamelin est remplacé par le général Maxime Weygand. Mais, faute de réserves suffisantes, les franco-britanniques, qui n'ont jamais pu mener de contre-offensive satisfaisante, sont repoussés dans une poche autour de Dunkerque. La Royal Navy et les bateaux de plaisance britanniques parviennent à évacuer les troupes britanniques, et une petite partie des forces françaises, à Dunkerque Opération Dynamo, en perdant leurs équipements lourds, et sans rien préparer pour évacuer ce qui reste de l'armée belge qui, faute de munitions et sans presque plus de territoire à défendre, tombe dans les mains allemandes, par la reddition du 28 mai. Il s'agit d'un acte purement militaire conclu sous la contrainte des événements et dans lequel le lâchage de l'aile droite belge par les Britanniques joue un rôle déterminant. Ce n'est pas une capitulation comme celle à laquelle les Français vont se résigner en juin, engageant leur gouvernement et tout l'Empire français dans la voie d'une tentative de collaboration avec l'Allemagne. Le roi des Belges, Léopold III est prisonnier, mais le gouvernement belge, qui refuse de baisser les bras, se réfugie en France avant, à l'armistice franco-allemand, de gagner le Royaume-Uni pour y représenter la Belgique à la tête de quelques forces militaires et du Congo belge, avec sa force armée et son potentiel minier et agricole. Ayant perdu tout le nord de la France, les Franco-Britanniques entreprennent d'établir une ligne de défense le long de la Somme, de l'Aisne, jusqu'à la ligne Maginot. Ayant perdu beaucoup de leurs moyens dans la bataille qui a précédé, les Alliés ne peuvent empêcher une nouvelle percée allemande début juin.
L'armée allemande se répand alors sur toute la France, prenant Paris le 14 juin 1940. Le président du Conseil Paul Reynaud démissionne, et le nouveau gouvernement du maréchal Philippe Pétain choisit de demander l'armistice le 17 juin, contre l'avis de l'allié britannique. Il est signé le 22 juin 1940. L'Allemagne occupe la partie nord et ouest de la France. En France, Pétain instaure un régime autoritaire et collaborateur, désigné sous le nom officiel d'État français, dit plus couramment régime de Vichy. En Belgique, c'est un gouverneur militaire qui exerce le pouvoir en concurrence avec les SS. Le roi Léopold III, considéré prisonnier, n'a plus aucun pouvoir et est ensuite déporté. Mais quelques ministres et parlementaires sous l'autorité des principaux ministres du gouvernement, Thurlow, Spaak et Guth, se sont réfugiés à Londres après l'effondrement de la France, et sont reconnus par toutes les puissances belligérantes, comme représentant légalement la Belgique. Le ministre Albert de Vlies-en-Schouwer, chargé des finances de la Belgique, et du Grand-Duché de Luxembourg, unis en vertu de l'accord économique de 1920, est aussi en possession de larges pouvoirs au Congo belge, avec sa puissance économique et sa force armée. Les Belges exilés et les Belges d'Afrique continuent donc la guerre, en allant remporter une victoire sur les Italiens d'Abyssinie, tandis que les militaires qui ont pu atteindre l'Angleterre continuent la guerre dans l'aviation et la marine. Voyant les succès de l'Allemagne, Mussolini avait voulu aussi lancer son pays dans les conquêtes. Il avait déjà occupé l'Albanie au début de 1939 et, le 10 juin 1940, il attaque également la France, mais ne progresse que de quelques kilomètres. N'ayant pu obtenir de paix avec la Grande-Bretagne, Hitler lance une offensive aérienne sur celle-ci, préparant un débarquement. Mais l'Allemagne ne parvient pas à vaincre la Royal Air Force dans la bataille d'Angleterre. Ainsi, elle ne peut obtenir la supériorité aérienne nécessaire pour envahir les îles britanniques. Afin de pousser les Britanniques à la paix, Hitler commence en septembre une campagne de bombardement sur les villes britanniques, dite le Blitz, l'éclair, principalement sur Londres, et intensifie son blocus, dit bataille de l'Atlantique, essentiellement par sous-marin, pour affaiblir le Royaume-Uni. Mais c'est un échec, l'Allemagne ne parvient pas à briser rapidement la résistance britannique, qui réussit grâce à des pilotes de la RAF. Après la Seconde Guerre mondiale, Churchill écrit, dans l'histoire des luttes humaines, il n'y avait jamais tant de gens qui étaient tellement obligés à si peu de gens. Le 28 octobre 1940, sans consulter son allié allemand, Mussolini décide d'attaquer la Grèce. Mais la résistance de l'armée grecque du dictateur Metaxa parvient à arrêter les Italiens et à passer à la contre-offensive. Avec succès, les Grecs occupent alors le quart sud de l'Albanie italienne. Pour prêter main forte aux Italiens, Hitler repousse de plusieurs semaines l'opération contre l'URSS, et envoie en avril 1941 ses troupes vers la Grèce, à travers son allié la Hongrie, et la Yougoslavie, envahie car refusant de laisser le passage, et où les Allemands sont aidés par les Oustachis, croates nationalistes d'Ante Pavelić. Les armées yougoslaves et grecques sont écrasées en 3 semaines, ce qui permet à Hitler d'occuper tout le sud de l'Europe. La résistance armée est plus vigoureuse en Yougoslavie que partout ailleurs en Europe. Les résistances nationalistes de Draža Mihailović, tchétniques, et communistes de Tito, partisans, vont immobiliser de nombreuses troupes depuis la fin de 1942, jusqu'à la fin de la guerre. Les opérations dans les Balkans ont retardé l'invasion de l'URSS connue sous le nom d'opération Barbarossa. Celle-ci ne commence que le 22 juin 1941. L'Allemagne, en attaquant par surprise l'Union soviétique, s'empare de grandes portions de territoire et capture de nombreux soldats.
Ils le font d'autant plus facilement que Staline a choisi de faire confiance à Hitler, alors qu'il reçoit depuis des mois des informations précises et concordantes de ses agents à l'étranger. Pour des raisons politiques, Staline s'abstient d'utiliser leurs informations. Jusqu'au dernier moment, il s'attend à une réouverture des négociations avec les Allemands. Les généraux soviétiques partagent souvent ce point de vue. Point de plus, aux premières heures de l'attaque, Staline, dans l'espoir d'arranger les choses avec Hitler, interdit même aux forces soviétiques de traverser la frontière en cas de contre-attaque victorieuse, et initialement celles-ci n'osent pas ouvrir le feu alors qu'elles sont martelées par les bombes allemandes. Cependant, pour la première fois, une armée ne s'effondre pas devant la Wehrmacht, en dépit de ses lourdes défaites. L'armée rouge ne cesse dès le premier jour de multiplier les contre-attaques, à la surprise des officiers allemands. L'avance considérable des troupes hitlériennes se révèle en même temps plus lente que prévu, le nombre de divisions et de chars soviétiques nettement supérieur aux estimations des services secrets. Les soviétiques déplacent leurs bases industrielles dans l'Oural, reçoivent l'aide alliée par les ports arctiques toujours en leurs mains, et produisent dès 1942 plus d'armes que l'Allemagne, tandis que l'armée rouge oppose une défense héroïque qui, aidée par un hiver éprouvant, leur permet de défendre notamment Moscou et Leningrad. Staline a par ailleurs su réveiller le nationalisme russe et organiser l'union sacrée face à l'agresseur. Il reçoit le soutien des églises, met en veilleuse le collectivisme agraire et une partie du contrôle policier sur la société, et substitue les références patriotiques à celles au communisme. Dès son discours du 3 juillet 1941 où il s'adresse habilement à ses frères et sœurs soviétiques, il ne néglige pas non plus de maintenir une réelle terreur contre ses officiers et ses généraux, dont beaucoup sont fusillés pour incompétence dans les premiers mois de la guerre, tandis que les millions de prisonniers sont officiellement reniés et considérés comme des traîtres, et leurs familles avec eux, et les soldats défaillants exposés à l'exécution ou à la déportation au goulag, au front. Des équipes spéciales du NKVD se chargent même, en 1941 comme à Stalingrad, de mitrailler les soldats qui refluent vers l'arrière. Au printemps 1942, l'armée allemande reprend l'offensive en concentrant celle-ci vers les champs de pétrole du Caucase, au sud. À la fin de l'année, la 6e armée, avec plus de 300 000 hommes, est détruite à Stalingrad qui représente un verrou pour le contrôle du Caucase. En 1943, la Wehrmacht reprend l'initiative à la 3e bataille de Kharkov, mais est brisée à la grande bataille de Koursk. En 1943, après le débarquement en Sicile, puis un autre dans la péninsule italienne, les Alliés entament la campagne d'Italie. Mussolini chassé, le pays capitule et se range du côté des Alliés. Néanmoins, l'Allemagne peut tenir une ligne de défense dans les montagnes, qui freine cette progression dans la péninsule. Il faut attendre début 1945, pour que les nazis soient complètement repoussés d'Italie. Les Alliés prennent pied en Normandie, avec l'opération Overlord, à partir du 6 juin 1944. Les soldats alliés qui débarquent sont principalement américains, britanniques et canadiens. Un autre débarquement est organisé en août, à partir du 15, en Provence avec l'opération Anvil Dragoon, pour libérer le sud de la France et ouvrir un deuxième front en France. L'Allemagne tente une contre-offensive désespérée, dans la bataille des Ardennes en décembre, où elle perd ses dernières réserves militaires. Les derniers défenseurs du Troisième Reich seront souvent des civils, des vieillards et des enfants de la Volkssturm, une milice montée par Martin Bormann. Après la saignée humaine du front de l'Est, le Reich n'a plus que des enfants soldats, pour garnir ses troupes. Fin mars 1945, les Alliés peuvent enfin franchir le Rhin et occuper de vastes secteurs de l'ouest et du sud de l'Allemagne,
tandis que, à l'Est, les Soviétiques progressent de façon continue, libérant l'Europe centrale puis atteignant Berlin. Dans les rues de Vienne et Berlin, assaillis par l'armée rouge, des escadrons SS font encore régner la terreur, en pendant en public ceux qui refusent de continuer un combat sans espoir. Hitler se suicide le 30 avril d'une balle dans la tête dans le Führerbunker de la chancellerie du Reich. Le même jour, les Soviétiques plantent leur drapeau sur le toit du palais du Reichstag, l'ancien siège du Parlement allemand, dans un Berlin en ruine. La bataille de Berlin continue jusqu'au 2 mai. L'Allemagne capitule sans condition le 8 mai 1945. Le Troisième Reich, pour lequel Hitler prédisait une durée d'un millénaire, n'aura finalement duré qu'un peu plus de 12 ans. La Seconde Guerre mondiale, ou Deuxième Guerre mondiale, est un conflit armé à l'échelle planétaire, qui dure du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Ce conflit oppose schématiquement les Alliés et l'Axe. Provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale, et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois principales nations de l'Axe, le Troisième Reich, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon, elle est favorisée par la convergence d'un ensemble de tensions et conflits régionaux, notamment en Afrique, Seconde guerre italo-éthiopienne dès 1935, en Espagne où la guerre civile commence le 18 juillet 1936, en Chine où les agressions du Japon débutent le 7 juillet 1937, et en Europe centrale, où l'Allemagne annexe autoritairement l'Autriche, le 11 mars 1938, puis les territoires des Sudètes pris à la Tchécoslovaquie le 21 octobre 1938, et où enfin, le 1er septembre 1939, elle agresse militairement la Pologne, selon un pacte conclu avec l'Union soviétique. Ce dernier événement provoque dès le 3 septembre 1939, l'entrée en guerre du Royaume-Uni, à 11 h, de la France, à 17 h, et de leurs empires coloniaux respectifs. Tout d'abord associé à l'Allemagne dans le partage de l'Europe, l'URSS rejoint le camp allié sur le front est européen. À la suite de l'invasion allemande le 22 juin 1941. Quant aux États-Unis, ils abandonnent leur neutralité après l'attaque de Pearl Harbor par les forces japonaises, le 7 décembre 1941. Dès lors, le conflit devient vraiment mondial, impliquant toutes les grandes puissances, et la majorité des nations du monde sur la quasi-totalité des continents. La Seconde Guerre mondiale prend fin sur le théâtre d'opérations européen le 8 mai 1945 date en Europe de l'Ouest, 9 mai 1945 en URSS, du fait du décalage horaire, par la capitulation sans condition du Troisième Reich, puis s'achève définitivement sur le théâtre d'opérations Asie-Pacifique, le 2 septembre 1945, par la capitulation également sans condition de l'Empire du Japon, dernière nation de l'Axe à connaître une défaite totale. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 200 millions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de km², et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupée aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle gomme presque entièrement la séparation entre espace civil et militaire, et donne lieu dans les deux camps, à une mobilisation massive des ressources, non seulement matérielles, économiques et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un engagement des sociétés tout entières.
La somme des dégâts matériels ne sera jamais évaluée avec certitude. Les pertes en vie humaine, et les traumatismes collectifs et individuels, sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et d'une profondeur inégalées, cette violence notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence, à une échelle inconnue jusqu'alors, de crimes de masse particulièrement atroces, et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie, et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres génocidaires, allant jusqu'à une organisation industrielle, s'appuyant sur la déportation en camps de concentration, camps de travail, et centres d'extermination, comportant des chambres à gaz, à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes, ou de catégories particulières d'individus, communistes, homosexuels, handicapés, témoins de Jéhovah, etc., particulièrement à l'instigation du régime nazi. L'ampleur des crimes des vaincus suscite la définition d'une incrimination nouvelle par les vainqueurs, le crime contre l'humanité, appliqué notamment au génocide des Juifs d'Europe. Le régime Showa n'est nullement en reste en Asie avec, à son actif, 10 millions de civils chinois, enrôlés de force par la Coaïne, au Mandchoukuo, environ 200 000 femmes de réconfort, enrôlées en Corée, et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de populations civiles, principalement en Chine. Il faut ajouter à cela, l'assassinat systématique de résistants, et d'opposants politiques, ainsi que les représailles contre les civils, comme le firent par exemple les nazis, les viols généralisés des femmes dans les territoires ennemis occupés, crimes perpétrés, tant par un camp que par l'autre, et à une moindre échelle, dans les territoires amis. Les expérimentations sur des êtres humains, auxquelles se livrèrent des médecins nazis, tels le SS Joseph Mengele, et l'unité japonaise 731, les bombardements aériens massifs de civils, d'abord par l'Axe en Europe, Coventry, au Royaume-Uni, Rotterdam, aux Pays-Bas, et en Asie, Shanghai, Canton, Chongqing en Chine, cette dernière étant la ville la plus bombardée du conflit sino-japonais, puis par les Alliés, bombardement à grande échelle de nombreuses villes allemandes, et notamment Dresde, et Hambourg, en Allemagne, attaques sur Tokyo ou Napalm, au Japon. Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est utilisée pour la première fois de l'histoire, deux bombes à larguées sur des cibles civiles par les États-Unis, explosent à 3 jours d'intervalle, à Hiroshima, et à Nagasaki, au Japon. La Seconde Guerre mondiale propulse les États-Unis et l'URSS, principaux vainqueurs, au rang de superpuissances concurrentes, appelées à dominer le monde, et à se confronter dans une vive rivalité idéologique et politique, pendant près d'un demi-siècle, et à s'affronter militairement par États interposés comme pour la guerre de Corée, celle du Vietnam et celle d'Afghanistan. Elle scelle le déclin des vieilles puissances impériales Europe, et ouvre le processus de décolonisation qui s'accélère dans l'après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique, jusqu'aux années 1960. L'ampleur des destructions et des morts suscite la création d'instances internationales, politiques et économiques, visant à éviter la réapparition des conditions ayant mené à la guerre, Organisation des Nations Unies, Fonds monétaire international, Banque mondiale et Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce pour les plus connus. Enfin, ce dernier conflit d'ampleur sur le continent européen, est suivi en Europe de l'Ouest par une période de prospérité sans précédent, dans la foulée de la reconstruction, et l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique,
porté en premier lieu par les deux adversaires historiques, l'Allemagne et la France. Les traités de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon, et Neuilly, avaient suscité rancœur, frustration, et désir de reconquête chez les peuples allemands, austro-hongrois, et bulgares. L'humiliation de la défaite de 1918, et la signature du traité de Versailles, sont vécues comme un diktat en Allemagne. C'est l'idée que la classe politique allemande est à l'origine de cette défaite, qui entraîne un sentiment de rancœur au sein de l'armée, qui rejoindra les nazis dans leur ascension au pouvoir. La crise de 1929 conduit les différents États à adopter des mesures protectionnistes et à se placer en rivaux, alors que l'agressivité des démocraties se situe sur le plan économique. Les dictatures fascistes vont adopter une stricte autarcie et, naturellement, penser à leur défense et leur expansion en termes militaires. Mais partout, des politiques d'armement sont mises en place efficacement pour sortir du marasme économique. Ceci pourrait expliquer une guerre, dans un contexte où la politique de l'Allemagne aurait été inspirée par les classes dominantes traditionnelles. La guerre en Europe est toutefois directement issue des ambitions expansionnistes du parti nazi, au pouvoir en Allemagne, exprimées dès 1924 par Adolf Hitler, dans Mein Kampf. Sur ces ambitions, visant à conquérir un espace vital pour le peuple germanique, se sont greffées les velléités expansionnistes du régime fasciste italien, qui tenta tant bien que mal de se constituer un empire colonial en Éthiopie et en Europe du Sud. Ulcéré par le traitement imposé à l'Empire du Japon par les puissances occidentales, lors du traité de Versailles, et les traités navals de Washington et de Londres, de nombreuses personnalités politiques et militaires japonaises, telles Fumimaro Konoe et Sadao Araki, réactualisent la doctrine du Hakoichiu, les 8 coins du monde, sous un seul toit, et mettent en place une idéologie fondée sur la suprématie de la race japonaise, et son droit à dominer l'Asie. Cette idéologie raciste présente le Japon comme le centre du monde, et prend assise sur l'institution impériale, et l'empereur, être divin et descendant de la déesse Amaterasu Omikami. Elle donne lieu à une tentative de restauration Showa. Porté par l'influence des factions militaires, le Japon envahit ainsi la Mandchourie, en 1931, puis le reste de la Chine en 1937. Le refus du Japon de se retirer de l'Indochine française, envahie en 1941, et de la Chine, à l'exclusion du Mandchoukuo, mène, l'été de la même année, à l'imposition par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole. En réaction, Hirohito lance alors la guerre de la Grande Asie orientale, dès Toa Sanso, et autorise l'attaque de Pearl Harbor, ainsi que l'invasion de l'Asie du Sud-Est. Le massacre de Nankin. Après avoir gagné la bataille de Nankin, les Japonais se livrent à 6 semaines de viols, de pillages et de carnage. Ils incendient les maisons et magasins au hasard, parfois simplement pour se réchauffer. Plusieurs dizaines de milliers de civils s'agglutinent dans la zone de sécurité, mise en place par la petite colonie occidentale. Les Japonais reçoivent l'ordre d'exécuter les soldats chinois restés en ville. La Convention de Genève, protégeant les prisonniers de guerre, n'est pas appliquée étant donné que pour le commandant japonais, le conflit est un incident et non une guerre. Des milliers de prisonniers chinois sont exécutés par des mitrailleuses. Leurs cadavres sont jetés dans le Yangtze-Kiang, d'autres sont brûlés à l'essence. Certains soldats sont décapités, ou transpercés à la baïonnette. Certains soldats chinois trouvent refuge dans la zone de sécurité, mais sont traqués. Les Japonais arrêtent tous les hommes en âge de combattre, et les exécutent sommairement. Au total, on estime que très peu de prisonniers chinois ont réussi à échapper au massacre. Le nombre de morts peut être évalué
entre 60 000 et 80 000 hommes. Les Japonais se livrent aussi au massacre des civils, qui n'ont pas pu se placer sous la protection des Occidentaux. Ce sont entre 20 000 et 30 000 civils qui sont tués au cours du massacre. Les femmes ne sont pas épargnées, puisque 20 000 d'entre elles sont violées, y compris des fillettes. Celles qui s'y opposent sont tuées. Si aucun ordre criminel n'a été donné au sujet des civils, le haut commandement, qui n'ignorait rien du sort qui leur était réservé, n'est pas intervenu. Le bilan global du massacre est difficile à établir. À la fin de la guerre, le bilan établi par le tribunal international de Tokyo fait état de 200 000 victimes, tandis que les Chinois en dénombrent 300 000. Pendant l'année 1938, l'armée japonaise continue sa progression dans la Grande Plaine, entre le fleuve Bleu et le fleuve Jaune. Malgré un cinglant revers infligé par les Chinois à Sushō, l'avancée japonaise se poursuit, notamment grâce à l'arrivée constante de nouvelles unités. Le 9 juin, le Kuomintang ordonne la destruction des digues du fleuve Jaune, dans le Nord, provoquant des inondations, qui entraînent des noyades et des épidémies tuant des centaines de milliers de personnes. L'affrontement central du conflit oppose les alliés aux forces de l'Axe, c'est-à-dire les signataires du pacte tripartite et les pays qui les soutiennent. Cependant les alliances furent parfois profondément modifiées durant le conflit et ses préambules. Ainsi, la Pologne participa au partage de la Tchécoslovaquie en 1938, aux côtés de l'Allemagne nazie, mais elle fut à son tour envahie et partagée par l'Allemagne nazie et l'URSS, dans le cadre du pacte germano-soviétique, qui prévoyait également l'occupation des pays baltes. La Finlande, lors de la guerre d'hiver en 1939 contre l'URSS, reçoit le soutien des Britanniques et des Français, mais elle se range aux côtés de l'Allemagne nazie après l'invasion de l'URSS par celle-ci, avant de changer de camp en 1944. La Roumanie, pro-occidentale au début de la guerre, se range du côté des nazis après le renversement de la monarchie par le mouvement fasciste de la Garde de Fer, avant de retrouver le camp allié en 1944. La marche à la guerre en Europe a été rythmée de façon constante par les initiatives allemandes. Selon les mots d'Yves Durand, la responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale incombe indubitablement à l'Allemagne hitlérienne. Lorsque la Pologne est envahie par l'Allemagne et par l'URSS, la Chine a déjà été envahie par le Japon depuis 1937, mais les relations entre Berlin et Tokyo restent distantes, et l'Allemagne ne soutient pas le Japon. L'Empire